Bienvenue dans cet épisode de Arsenal French Club. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'épisode, mais c'est la trêve, les gars. C'est la trêve, mais ce week-end, il y a un match de Chelsea qui arrive, Arsenal vs Chelsea. Après ce bon moment avant la trêve où Arsenal a gagné Man City. Donc voilà, vraiment un match très tactique. Alors, j'ai demandé quelques questions. C'est vrai que ça a été posé depuis le 10, ça fait 8 jours. 8 jours que ça a été posé sur Instagram. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi sur Spotify et sur YouTube aussi. Donc voilà, bon, je vais répondre à quelques questions rapidement. Puis on fera vite fait un petit avant-match tranquillement. Donc la première question est posée par Kevin qui me dit est-ce que, est-ce que avec la présence de Kevin De Bruyne et Rodri, est-ce qu'il y a toujours 1-0? Ah bon, déjà avec les si, on coupe du bois. Au-delà de ça, moi je pense que on voit clairement que City est largement moins bon sans Rodri. D'ailleurs, ils font leur pire série sans Rodri. Donc, bien sûr que Rodri touche énormément. Et on voit très bien que Haaland, sans Kevin De Bruyne, c'est problématique pour lui parce que on a du mal à le trouver. Kevin De Bruyne a cette capacité, pas se mentir, c'est un très grand joueur, de trouver Haaland beaucoup plus facilement. Après, le truc, c'est que eux, ils n'avaient pas Kevin De Bruyne et Rodri. Nous, on n'avait pas Partey à 100%. En tout cas, il y rentre en fin de match. Donc, même si c'est lui qui a débloqué la situation par son centre, Putomiyasu, etc. Mais il n'était pas là à 100%. Saka n'était pas là. Donc, voilà. Et on a appris après le match que, comment ça s'appelle, que Saliba aussi était blessé à l'orteil. D'ailleurs, il n'a même pas pu se rendre en équipe de France. Donc voilà, mais c'est sûr qu'avec Rodri et Kevin De Bruyne, ça aurait bien sûr été un autre match, ça on le sait. Mais bon, les blessures font partie du game. On sait très bien que ce que nous, on subit chaque fois par rapport à ça. Et des matchs qu'on a pu perdre ou que c'était beaucoup plus compliqué. Parce que nous aussi, on a eu des blessés. Ensuite, Khaldoun me pose la question, pourquoi Arteta n'a pas voulu faire progresser Ramsdale au pied? Franchement, je sais pas. Je sais pas. Moi, je le dis, c'est-à-dire que je trouve que Raya est très très fort au pied. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'il a trop de confiance en lui. C'est ce qui fait qu'il déjoue, notamment en première mi-temps de City. Pour moi, il a fait que de la merde. Mais pour moi, ça c'est un excès de confiance. Après, pour, pour le moment, on verra de toute manière parce qu'on a compris que que Raya sera numéro un. Donc, j'espère pour lui qu'il va sortir de grands matchs, comme Ramsdale a déjà fait. Et pour le moment, c'est pas vraiment le cas. Donc, je suis un peu mitigé sur ça. Et pourquoi il n'a pas fait progresser Ramsdale? Alors, moi, je me suis dit que... enfin, je pense que personne ne s'attendait à avoir un autre gardien, étant donné que Ramsdale a re-signé. Donc, je me dis que sans doute que il a vu que Ramsdale est plus jeune, Ramsdale a 25 ans, Raya a 28. Donc, lui, il voit Ramsdale plus dans le long terme et Raya plus dans le court terme. Donc, sûrement, il veut que Ramsdale apprenne de Raya pour ce genre de choses. Mais le problème, c'est que le jeu au pied de Ramsdale, il est pas mauvais, quoi. À un moment, faut arrêter, quoi. Et puis, moi, je comprends les entraîneurs qui ont ce truc, qui recherchent d'autres tactiques, qui réfléchissent foot, etc. Mais à la base, un gardien, c'est fait pour arrêter des buts, quoi. Donc moi, si tu me trouves, si tu es très bon au pied, ok, mais derrière, tu n'arrives pas à faire de grands matchs sur ta ligne, que tu n'arrives pas à être un grand gardien à sortir des matchs de fou, mais ça me pose un peu problème parce que moi, je prends d'autres grands gardiens. Exemple Courtois qui est très très bon, surtout sur la saison où il gagne la Ligue des Champions, il était décisif. C'est pas un grand gardien au pied, mais pourtant il a fait les arrêts qu'il fallait faire. Donc voilà, Donnarumma l'a fait, je parle surtout à l'Euro. Après, c'est un peu plus mitigé, mais il l'a fait. Keylor Navas, c'est un très grand gardien qui a gagné plusieurs Ligues des Champions, qui est bon au pied, mais qui, voilà, à part Neuer qui a vraiment révolutionné ça. Mais pour moi, bien sûr que Ramsdale,
Euh, enfin, Ramsdale aurait dû rester numéro un. Après, on sait que, bien sûr, c'est ni vous ni moi qui faisons les choix. Donc, voilà. Donc, j'espère pour lui qu'il va progresser au pied, qu'il va peut-être mieux comprendre certaines choses qu'Arteta veut et puis qu'il pourra être mieux intégré. Après, le truc qu'il faut se dire aussi, c'est ça un peu l'avantage, c'est que le foot, on le sait, c'est pas figé. Euh, Personne n'aurait pensé que Smith Rowe aurait eu autant de mal à se mettre dans le 11. Euh, Personne pensait que Saka, arrière gauche, aurait été l'un des meilleurs arrière droits l'un des meilleurs ailiers droits finalement de sa génération. Euh, Quand Martin il y est arrivé pour 7 millions, personne pensait qu'il aurait été ce joueur. Donc voilà, le football n'est pas défini, c'est ça aussi la réalité de la chose. Donc on verra, on verra. Après, moi, je taquine souvent en disant Artepep, Artepep, mais s'il y a bien un truc que j'aime bien avec Arteta, c'est que il reste buté, mais il reste pas buté très longtemps. C'est-à-dire que on sait que s'il y a un ou deux matchs de suite où ça se passe très mal, mais il va changer. C'est sûr qu'il va changer. Alors, malheureusement pour moi, c'est qu'il attend toujours les mauvais moments, mais en tout cas, on sait que c'est comme quelqu'un qui change. Donc là, Liam me repose la question pour qu'est-ce que je pense du match contre City. Moi, le match contre City, comme j'ai dit, et comme j'ai pu répondre en privé, pour moi, c'est un match hyper tactique. Ça a été un match hyper tactique. Moi, j'ai pris plaisir à le regarder tactiquement. C'est vrai que ça n'a pas été un grand match d'attaquants où il y a eu beaucoup d'occasions, mais tactiquement, j'ai trouvé que les milieux et les défenseurs ont offert un très très grand match, un très 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 grand match, et c'est ce qui a fait que les attaquants des deux côtés ont eu du mal à trouver la solution. Donc voilà, c'est pour ça. Mais sinon, moi j'ai trouvé que c'était un grand match tactique en tout cas. Je ne veux pas dire que j'ai pris un grand plaisir, mais c'est un très grand match tactique de la part des deux coachs. Ensuite, Floki 93 me dit donne les points positifs de Arteta et les points négatifs. On va commencer par les points positifs. Il y en a énormément, même si je suis hyper critique parce que je suis comme ça. D'ailleurs, ça me fait un peu sourire ce côté on me reproche d'être critique. J'ai vu la dernière interview de Henry qui explique qu'il était content de la première mi-temps, il était content du résultat, mais pas de la manière. Et pourtant, à la fin, ils ont gagné, je crois, 8-0 ou 8-1. Et c'est souvent ce que j'essaie d'expliquer. C'est dire que c'est pas parce que les résultats sont là qu'on ne peut pas critiquer la manière. Et souvent, le problème, c'est que les gens sont ah oui, oui, mais on gagne, on gagne. On s'en fout qu'on gagne. C'est pas ça la question. C'est pas parce qu'on gagne qu'on ne peut pas critiquer la manière. C'est deux choses différentes. Donc, on peut applaudir le résultat, mais voilà, c'est totalement ce côté où il faut de la nuance, tout simplement. Donc je reviens sur la question, là, les points positifs d'Arteta. Je pense que déjà le gros point positif d'Arteta, c'est le jeu. Voilà, faut pas se mentir, depuis l'année dernière, ça a été grandiose. Franchement, j'ai pris énormément de plaisir à regarder Arsenal. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas fait autant plaisir depuis Cazorla et Coquelin. Euh, le point positif aussi a été ce côté de ramener, de constituer une équipe jeune avec des gars d'expérience, mais constituer une équipe jeune avec ceux qui étaient déjà là, notamment comme Saliba, Saka, Smith Rowe, Nelson, Nketiah, ouais, ouais, eux ils étaient déjà là. Et aussi de ramener aussi des jeunes, mais qui ont du talent, comme Ben White, comme Ramsdale, même Jésus, qui est arrivé à 25 ans, qui a déjà l'expérience, etc. Partey, tout ça. Enfin, jeune, moins jeune. Donc, franchement, l'équipe qu'il a constituée, c'est une équipe qu'il a constituée pour des années. Donc, franchement, bravo à lui. Il a aussi ramené cette culture club de l'amour du maillot, le respect des supporters, cette exigence. Et c'est pour ça qu'on est exigeant avec lui, parce que c'est quelqu'un qui est déjà exigeant avec lui-même. C'est quelqu'un qui aime Arsenal, notamment, tout le monde le sait, on a vu, il y a plein de vidéos qui tournent sur ça, mais c'est quelqu'un, chaque fois que City gagnait Arsenal, c'est quelqu'un qui n'a jamais célébré un but contre Arsenal. Donc il a vraiment un profond amour pour ce club. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est quelqu'un qui a eu plus une grande carrière pour moi à Everton. Moi, j'identifie plus à Everton qu'à Arsenal.
Mais bon. Mais en tout cas, il aime profondément ce club. Il a ramené aussi tout le rebranding dans le fait d'accepter tout de suite la nouvelle chanson, parce qu'Arsenal n'avait pas de chanson. Il y a au Liverpool, d'autres grands clubs ont leur son, sauf nous, on n'avait pas. On avait des musiques, mais pas un grand son. Donc, et ça va rentrer dans les mœurs. J'imagine que les générations dans 10 ans vont connaître North London Forever mais par cœur et que ça sera ça. Euh, on a vu aussi toute l'imagerie dans le stade, autour du stade, ce côté aussi d'inclure les anciens, euh, le fait de ramener Wilshere. Euh, Franchement, c'est top. C'est top. Et puis même, je trouve que, exemple, sur le cas El Neni, il m'a fait plaisir parce que c'est du Wenger tout craché. C'est pour des choses comme ça que j'ai toujours aimé aussi Arsenal. Arsenal, c'est le club qui, Diaby est un grand joueur, il est blessé, mais on le re-signe. Moi, les fans d'Arsenal, on s'attendait même plus à le voir, mais on était content qu'il re-signait. En tout cas, j'étais content qu'Arsenal lui redonne des contrats parce que ben, c'était une manière de le soutenir. Pareil pour Eboué, qui a été un grand joueur, qui s'est fait escroquer par sa femme, mais que Wenger a soutenu. Là, El Neni a une blessure, son contrat se termine, ben, il re-signe un an. Donc voilà, on voit qu'il veut être coach, notamment il a lancé son académie. Donc ça, c'est des choses que j'apprécie avec Arteta. C'est son côté humain. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup ça avec lui. Puis voilà, c'est quelqu'un aussi qui a un côté hyper tactique. C'est quelqu'un qui essaye de changer les choses. On a vu avec le staff médical aussi. Donc ça aussi, ça fait partie du point positif. Et puis, c'est quelqu'un qui est ambitieux, quoi. Voilà, moi, c'est quelqu'un qui est ambitieux, qui dit les termes. On a vu au début de saison, il a dit que Arsenal vise le titre. Donc, moi, c'est ce genre de discours que j'aime. Donc, non, franchement, voilà. Et puis, les points négatifs d'Arteta, c'est, ben, comme je le critique souvent, c'est son management. Je trouve qu'il doit énormément progresser à ce niveau. C'est pas ça du tout. Son traitement de certains joueurs, ok, comme Guendouzi, on comprend. Mais le cas Lacazette, il me reste en travers de la gorge. Je trouve que ça a été vraiment d'une manière dégueulasse la manière dont il a traité Lacazette sur plusieurs plans. Pour moi, c'était pas mérité. Euh, voilà, ces changements aussi en match, je trouve trop souvent tard. Alors, j'oublie c'est quel match, mais il y a un match, je crois que c'était contre PSV, peut-être là, il a fait des bons changements pour moi au bon moment, mais sa gestion de certains joueurs, ouais, je trouve que c'est très mal fait, quoi. Ça veut dire que c'est ce côté de surabuser de certains joueurs et de sous-utiliser d'autres sans pour moi de raison valable, quoi. Ça veut dire que surutiliser Saka autant, voilà, ça me dérange profondément. Pareil pour Havertz, moi c'est un transfert que je ne comprends pas et je pense pas que je vais comprendre. J'espère me tromper, mais enfin bref, j'espère profondément me tromper, mais ce truc où tu forces avec Havertz, c'est-à-dire que c'est le joueur qui doit rentrer chaque fois, c'est-à-dire que même quand il n'est pas titulaire, tu lui gardes quand même un peu de confiance, et alors que derrière, tu as des gens comme Smith Rowe, comme Nelson, qui sont beaucoup plus intéressants à chaque rentrée. Ouais, c'est un peu son management. Je trouve que son management est foireux parfois. Et même parfois certaines choses qui pour moi ne fonctionnent pas, il insiste comme Jésus Nketiah. Je ne comprends pas ça. J'aime beaucoup Nketiah, mais Nketiah, c'est pas un attaquant de premier plan, quoi. C'est un gars qui doit rester, qui doit rentrer. Pour certains petits matchs, il peut jouer titulaire, mais faut laisser Jésus sans pointe. C'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus percutant. Voilà, c'est vraiment ça pour moi, c'est le gros point noir que j'ai un gros problème avec lui sur ça. C'est son management que je trouve qui doit évoluer. Après, je suis aussi conscient que c'est son premier poste. Il a amené à rester encore des années à Arsenal, je l'espère en tout cas. Donc, j'espère qu'il progressera sur ça. De toute manière, c'est un homme que je me moque beaucoup de lui, mais bon, c'est un homme très intelligent, donc c'est un homme qui, sans doute, qui va changer, quoi. Ensuite, Antoine me pose la question.
quel joueur des 10 dernières années ajouterais-tu? Il me dit personnellement Cazorla. Mais pareil, franchement pareil. Euh, J'aurais dit peut-être Sanchez, mais je sais pas si je pense que Sanchez n'aurait pas collé à ce qu'Arteta veut. Parce que Sanchez, c'était vraiment un métronome. C'est un joueur qui perdait beaucoup de ballons, qui dribble beaucoup, mais qui le jeu tournait beaucoup, beaucoup autour de lui. C'est quelqu'un qui avait besoin de la balle pour exister. Mais après, sa mentalité, j'adorais, quoi. J'aimais beaucoup aussi, on sait, Coquelin, j'ai beaucoup aimé Coquelin. Mais ouais, de cette période-là, pour moi, le joueur qui aurait fait réellement du bien là, à Arsenal, ouais, c'est Cazorla. Je pense que Cazorla nous aurait fait. Tu me mets Cazorla à la place d'Havertz, plus jeune, au même âge. Moi, je suis. Ah ouais, franchement, je kiffe. C'est un gars qui a les deux pieds, qui a un QI football extraordinaire. C'est vraiment un truc de fou. Franchement, ouais, vraiment un truc de fou. Ou, ou à la rigueur, deuxième joueur, je me permets de lui mettre un deuxième joueur, Nacho Montréal, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, que j'ai souvent trouvé juste. J'ai beaucoup aimé son passage à Arsenal. Je trouve que c'est un arrière-gauche solide. Donc lui aussi, voilà. J'aurais beaucoup aimé peut-être Nacho Montréal, mais Cazorla en premier. Ensuite, pour toi, Arsenal doit recruter à quel poste? Donc on m'a posé la question plusieurs fois. Pour moi, c'est simple, c'est un défenseur central, en plus, pour remplacer Saliba, au cas où, parce que j'estime que White peut aller au centre, donc voilà, ou alors en arrière droit. Voilà. Mais bon, en arrière droit, c'est plus compliqué de le faire jouer, donc je dirais plus un défenseur central, à place de Saliba. Au cas où. On ne sait jamais, parce qu'il y a déjà Kivior pour Gabriel, mais personne pour Saliba. Donc, ouais. Donc j'aurais aimé ça. Et je sais aussi qu'Arsenal, enfin je pense aussi qu'Arsenal aura, en fin de saison, aura de grosses questions au milieu. On aura le même problème que Liverpool. Ça veut dire que Partey, normalement Partey, Jorginho comment ça s'appelle? Et El Neni, c'est fini. Le Conga, on ne le compte même pas. Patino a expliqué dans une super interview que lui il souhaite revenir, donc on va dire aller Patino l'année prochaine, mais il va quand même nous manquer d'autres joueurs, au moins deux trois joueurs faciles au milieu, donc je pense que c'est là qu'on doit recruter. Et si Nketiah cette année n'arrive pas à passer le step, ben, pourquoi pas acheter un attaquant confirmé, euh, toi comme Osimhen ou Vlahovic. Je pense que ça peut être super intéressant. Il y a beaucoup qui aiment Tony. Je suis pas forcément, je peux pas dire que je suis pas fan, mais bon, voilà. Je préfère un joueur hyper confirmé, mais bon, mais en tout cas, c'est sûr qu'un milieu, ça c'est sûr. Et ensuite, la dernière question. Après quelques journées de championnat, ton objectif de saison a-t-il changé? Donc, on va dire Première Ligue, Ligue des Champions et FA Cup. Est-ce qu'il a changé? Non. Moi, j'estime que la Première Ligue doit rester notre objectif. Ça fait trop longtemps qu'on l'a pas gagné. Vraiment trop, trop, trop longtemps. Donc, il faut qu'on aille chercher ce titre. Que ce soit cette année, l'année prochaine, mais il faut qu'on aille chercher ce titre. C'est hyper important. Et la Ligue des Champions, j'ai pas réellement d'objectif. Je veux simplement que on perde pas contre des équipes comme Lens, quoi. Ouais, c'est ce que je veux pas. Ça me dérange. Mais après, j'estime pas qu'Arsenal est taillé pour gagner la Ligue des Champions. Parce que pour moi, quand tu te chies dessus face au public de Lens, il y a un problème. C'est que tu n'es pas prêt pour les grosses ambiances, les gros matchs, etc. Et on sait qu'en Europe, il y a des stades où ça boum, où il y a une vraie ambiance. D'ailleurs, on parlait de Simène, mais Naples, c'est un public qui est chaud. Donc voilà. Donc Ligue des Champions, huitième de finale, moi ça me suffit. Et la FA Cup, si on peut la prendre en même temps que la Première Ligue, c'est bien. Mais en tout cas, cette année pour moi, c'est Première Ligue et FA Cup. Allez, une demi-finale, moi ça me va. Voilà. C'est bon, arrivons rapidement sur le sujet de Chelsea. Arsenal va jouer contre Chelsea samedi. Donc le match, je crois, il est à 18h30 en France. Donc voilà. Euh, Chelsea sort sur trois bons matchs. Donc ils ont gagné Brighton, ils ont gagné Fulham, ils ont gagné Burnley.
Euh, donc, le plus significatif, ça reste quand même Brighton, même s'ils n'ont pas proposé grand-chose. D'accord, c'était un match des FA Cup, mais ils ont quand même gagné à la fin. Donc, Chelsea a vraiment une vraie confiance en eux. Et j'ai vu une personne dire un truc, et j'étais assez d'accord avec ça. C'est sur Twitter, la personne expliquait que Chelsea, c'est une équipe qui produisait du jeu, mais qui n'est pas forcément les résultats. Et j'en parlais avec une personne comme ça il y a plusieurs matchs. C'était le match contre Liverpool où il y a 1-1, donc c'est le 13 août. C'est le 13 août, je me rappelle, c'est la première fois que c'est le premier match que j'ai regardé de Chelsea cette année. Et je me suis dit, ah ouais, c'est quand même intéressant. Nicolas Jackson, qui a un profil hyper intéressant, un peu à la Drogba. Euh, Franchement, c'est super intéressant, je trouve ce qu'il propose, etc. Et je pense que. Et je trouve que beaucoup de supporters, quand on parle en privé parfois, je trouve que quand ils se moquent de Chelsea, ça me fait rigoler parce que je me dis que Chelsea, c'est un nouveau projet, quoi. Et même quand on nous compare à Chelsea, on dit, ah, mais ouais, mais regarde, ouais, mais on fait pas la saison à Chelsea ni à United. Oui, mais bon, les gars, nous, on a un coach qui est là depuis 4 ans. Eux, ils ont un coach qui est là depuis United 1 an et demi et l'autre, il est là depuis 3 mois. Donc, c'est pas comparable du tout. Et je trouve que même si c'est pas, vu qu'il était à Tottenham, c'est pas un coach que, voilà, et même à Paris, je le trouvais à chier. Mais Pochettino, en tout cas, ce qu'il a fait à Southampton ou à Tottenham, faut avouer que c'était de qualité. Et là, ce qu'il fait à Chelsea, ben, il a la confiance de Ted Boehly. Il fait le travail. Ça reste intéressant sur certaines phases. Mudryk a manqué dans le jeu comparé à Havertz. Je dis ça parce que beaucoup de fans d'Arsenal se sont moqués de Mudryk en disant que Havertz a déjà manqué plus de buts. Oui, mais bon, lui, il a manqué sur penalty et l'autre, il a marqué dans le jeu. Donc c'est déjà plus intéressant et plus palpable. Mais voilà, donc moi je pense que ça sera un match dur. Mais manière, c'est un match où les gens sortent de trêve, donc ça sera de toutes les manières compliqué. Chaque match de Première Ligue est compliqué. En plus, on enchaîne avec la Ligue des Champions contre Séville après. Donc voilà, on voit que Chelsea, c'est une équipe qui commence à être en place, qui commence à être intéressante. Et puis, j'aime beaucoup, beaucoup leur milieu. Euh, euh, et Gallagher, j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé son passage à Crystal Palace. L'année dernière, c'était très compliqué pour lui, mais là, il a l'air de commencer à refaire un peu surface. Puis, Caicedo, ben, j'aime beaucoup, je le disais déjà, je le voulais à Arsenal. Ils ont Romeo Lavia aussi, mais bon, au-delà de ça, il y a l'autre. J'ai un petit trou. C'est pas Alvarez. Bon, c'est l'Argentin là, que tout le monde sait qu'il est allé là-bas, qui est aussi très bon. Donc je trouve que leur milieu est très très bon et très intéressant en tout cas. Donc non, franchement, je pense que ça sera un match disputé, sachant en plus qu'on joue chez eux, si je ne me trompe pas. Donc ça sera un match intéressant à voir, avec une équipe qui commence à être en place. Donc voilà. C'est bon, c'est fini. Merci à vous de nous avoir suivis, enfin de m'avoir suivi. Donc là, c'était un podcast un peu particulier où j'ai parlé un peu solo pour voilà, répondre à vos questions parce que bon, ben, c'est toujours cool aussi de pouvoir faire ça. N'hésitez pas bien sûr à venir nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube et bien sûr sur Instagram si vous voulez discuter directement avec moi. Il n'y a pas de souci. Comme je dis, je réponds à tous les messages. Il n'y a aucun souci sur ça. Donc on peut discuter, échanger, toujours dans le respect bien sûr. Et puis voilà, que du love. Et n'hésitez pas bien sûr à mettre des likes et à commenter le podcast.